Le tabac, vous connaissez. Mais la manioc et le fichu, eh bien, nous allons suivre une graine partie d'Amérique et qui arriva à Langon au XIXe siècle. Bonjour, Sud-Gironde Patrimoine va vous faire découvrir les trésors cachés du Sud-Gironde, pays de sable, de bruyère et de pin. Pour ce premier documentaire, vous allez découvrir une histoire qui aura eu sa gloire et son déclin. Pour communiquer avec les esprits, soulager des maux ou se détendre, les Indiens fumaient le tabac appelé pétou. L'arrivée du tabac en Europe date de 1492 avec Christophe Colomb. En France, il faudra attendre 1637 pour que le franciscain André Thévé, revenant d'un voyage du Brésil, ramène ses graines et les plante dans son jardin. Ce fut un succès. 4 ans plus tard, Jean Nicot, qui est maître de requête auprès du roi Henri II, ambassadeur au Portugal, apprend que Catherine de Médicis a des maux de tête. Pour la soulager, il lui envoie de la poudre de tabac. En remerciement, il sera anobli. Dans notre région, il faudra attendre 1637, rappelez-vous bien de cette année, pour que le chevalier de Vivens sème des graines à Clérac, juste à côté de Tonins. Ça sera le point de départ de la culture du tabac dans le sud-ouest. Si en 1810, Napoléon Bonaparte décide que l'État aura la charge de l'achat, de la fabrication et de la vente du tabac, il faudra attendre 1854 pour que Napoléon III autorise le département de la Gironde à cultiver du tabac. Le 29 décembre 1810, le monopole de l'achat des tabacs en feuilles, de la fabrication et de la vente des tabacs fabriqués est établi par un décret organique. Il en découle la fondation de la Régie des tabacs et un vaste programme de construction de manufactures. Napoléon ne fumait pas, ne chiquait pas, mais il puisait régulièrement dans une tabatière pour humer l'odeur du tabac. Il avait surtout pour habitude d'offrir de magnifiques tabatières richement ornementées. C'est son neveu, Napoléon III, qui était plutôt connu pour être grand amateur des premières cigarettes. C'est ainsi que le canton d'Oros, de Bazas, de Grignols, de Langon se lance dans l'aventure. La culture du tabac débute timidement en Sud-Gironde. Il faudra attendre 1866 pour que le phylloxéra anéantisse 95% du vignoble. Heureusement, les viticulteurs trouveront un revenu de remplacement. D'ailleurs, ce revenu deviendra un revenu majeur par rapport à la vente de leur vin. Compte tenu d'une production grandissante, il est nécessaire de trouver des entrepôts. Aussi, les services de l'État cherchent un lieu qui doit répondre à un critère majeur. Il faut une voie de chemin de fer avec un embranchement qui permettra à un wagon de pouvoir pénétrer à l'intérieur du bâtiment principal. 3 villes sont en compétition: Bazas, La Réole et Langon. Grâce au baron Jérôme David, qui est petit-fils du peintre David, maire de Langon de 1860 à 1861, député, et il a même été ministre, grâce à son appui, la ville de Langon a été retenue, au grand mécontentement de la ville de La Réole, qui, elle, obtiendra ses entrepôts qu'en 1907. C'est en 1864 que fut construit donc le premier bâtiment, qui fait plus d'une centaine de mètres de long et qui borde le cours de Verdun. Il y a eu également 2 autres petits bâtiments perpendiculaires et un 4e bâtiment qui n'est autre que le bâtiment de la direction et des services techniques et administratifs. D'ailleurs, au premier étage, c'est le logement de la direction.
Puis, bien évidemment, il y a eu des extensions, et notamment, en 1932, il y a eu l'extension d'un bâtiment identique au bâtiment qui borde le cours de Verdun. C'est un bâtiment qui a été construit tout en béton, alors que le premier, bien évidemment, est tout en charpente bois. Et il y a eu ensuite, jusqu'en 1962, d'autres extensions, comme des entrepôts de stockage, que l'on retrouve essentiellement tout au fond, derrière ces bâtiments. La surface totale est de 22 000 m². Ces bâtiments avaient 3 fonctions: la réception, l'achat, venant des producteurs locaux. La deuxième fonction, c'est la fermentation, étape que l'on verra un petit peu plus tard. Et la troisième, c'était d'envoyer les balles de tabac à la manufacture de Bordeaux ou de Tonneins, pour que ce tabac, bien évidemment, puisse être transformé en cigarette, en tabac à priser, en tabac à chiquer, en tabac à rouler. Quel est le parcours d'une feuille de tabac jusqu'à son produit fini? La culture de tabac était très réglementée. Tout d'abord, il fallait que l'agriculteur manifeste son intérêt à cultiver du tabac. Ensuite, il fallait qu'il réserve une parcelle de ses terres uniquement à cette culture. Et troisième point important, il fallait que l'emplacement permette à cette plante de se développer de façon optimale. Après que l'administration eut validé ces 3 conditions, c'est elle qui fournissait le nombre précis de graines à planter. Il faut savoir qu'en Sud-Gironde, c'est uniquement du tabac noir que l'on plantait. Régulièrement, du semis à la récolte, l'exploitant recevait la visite du contrôleur d'État qui était rattaché au site de Langon. Le processus de la culture du tabac était le suivant. En mars, on faisait les semis. En mai et juin, on repiquait. En juillet, on faisait l'essimage. Ça consiste à couper la tête et que la fleur qui produisait les graines, elle soit réservée à l'administration, car les graines qu'elle contenait devaient être obligatoirement remises au service de l'État. En aucun cas, l'agriculteur ne pouvait conserver des graines. En plus donc de cet essimage, il y avait un effeuillage, car il fallait impérativement ne conserver que 8 à 10 feuilles sur le pied. Et c'est en septembre qu'avait lieu la récolte. Ensuite, l'agriculteur prenait chaque feuille et les installait dans son séchoir, bâtiment tout en bois, très haut. Il perchait ces feuilles de tabac qui étaient tenues à une corde et pendant 3 mois environ, ce tabac séchait. Après que la période de séchage ait été achevée, l'agriculteur devait réaliser des manocs. La manoc, c'est 24 feuilles de tabac regroupées et maintenues par une 25e feuille. En voici un exemple. Quand cette étape était terminée, il réalisait des balles à partir d'un métier. C'est un outil qui permettait de compacter ces manocs. Quand cette opération était terminée, fin janvier, début février, il venait porter sa récolte aux entrepôts de tabac. Ça s'appelait les tabacaires. C'est-à-dire que pendant 2 jours, tous les producteurs de la région venaient déposer et vendre leur récolte aux entrepôts. Ils arrivaient donc à la queue leu et ils attendaient à l'extrémité du bâtiment qui longe le cours de Verdun pour pouvoir déposer leur récolte. Et il y avait une commission qui était chargée d'évaluer la qualité de ces tabacs. Les feuilles de tabac étaient classées en 2 catégories. Une catégorie dite à bas prix, elle était issue des feuilles basses, et une deuxième catégorie où c'était les feuilles les plus nobles, c'est-à-dire les moyennes et les têtes. Bien évidemment, cette commission était là pour acheter ce tabac. Mais il y avait des qualités de production, quelle que soit la catégorie, mais qui étaient différentes. Ce qui fait
eh bien, certains producteurs étaient soit contents du prix d'achat, soit mécontents. Mais dans tous les cas, ce qui était sûr et certain, c'est que la ville de Langon était très contente, et surtout les restaurateurs et les hôteliers, puisqu'à cette époque-là, ils affichaient complet. C'était un moment incontournable à Langon. Lorsque ce tabac était acheté, les balles de tabac étaient montées dans les étages. Alors ces balles qui montaient dans les étages étaient destinées à être fermentées. On montait les balles dans les étages, on ouvrait ces balles et on installait les manocs sur un plancher qui était un plancher transversal de 10 mètres de long sur 2 mètres de profondeur et 2 mètres de haut. La fermentation consistait à ramener la température de 55 à 60 degrés à une température constante de 30 degrés. Elle se faisait en 3 phases, et au bout de cela, il fallait que cette température de 30 degrés soit constante. C'était un travail très pénible et qui était effectué uniquement par des femmes. C'était bien souvent des femmes d'agriculteurs. Il faut savoir que sur le site ici de Langon, il y avait 200 femmes qui travaillaient à la manipulation de ces manocs. Et donc ça consistait à prendre les manocs du centre, où la température était la plus élevée, pour les mettre à l'extrémité et faire en sorte que ce renouvellement puisse rabaisser cette température. Il y avait une préposée à la température. Régulièrement et de façon rapprochée, elle était là pour contrôler que cette température ne dépasse pas les 60 degrés, au risque, bien évidemment, d'un incendie. Lorsque cette température de 30 degrés était devenue constante, c'est à ce moment-là qu'on préparait l'expédition. Donc on reconstituait des balles beaucoup plus importantes. Ces balles ensuite étaient installées dans le wagon, et ce wagon était poussé par 8 hommes pour amener le wagon sur la voie de chemin de fer. 2 autres personnes s'assuraient que la circulation soit arrêtée. Pour terminer, il faut savoir que le site produisait 2000 tonnes de tabac noir par an. Je vais vous parler maintenant du déclin. Aujourd'hui, en France, l'application de la loi du 9 juillet 1976 et du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme ont ramené la production de tabac à la portion congrue. Bien que le site de la CEITA ait fermé le 30 juin 2001, en Gironde, on continue à produire du tabac. Maintenant, c'est du tabac du Burley ou du tabac blond de Virginie. Le tabac noir a pratiquement disparu. Il n'y a plus de manufacture en France. De ce fait, ce tabac produit localement est expédié dans un pays européen qui le transforme essentiellement en cigarettes ou en tabac à rouler. Lorsque ce tabac à rouler revient en France, il revient sous une marque qui rappelle l'année où le chevalier de Vivens est venu planter ses premières graines à Clairac, à côté de Tonneins. C'est ainsi que s'achève l'histoire de la tabaculture qui a marqué l'histoire de Langon et de ses environs. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle histoire des trésors cachés de Sud-Gironde. À très bientôt!